Dalal Jàmm, bienvenue. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup, Warkha. Amna mbégte aussi bu bari parce que ça fait longtemps que je t'avais pas vu aussi. Et je suis très contente de pouvoir recommencer à discuter avec des féministes sénégalaises et à reparler un peu de choses passionnantes qui vont nous aider à nous émanciper. Et comme tu l'as dit, oui, effectivement, j'ai une perspective qui est plutôt psychologique parce que je suis psychologue clinicienne, mais également, j'ai fait plein d'autres choses, de la crimino, de la pathologie psychiatrique, un peu de droit en ce moment, parce que les sujets qu'on aborde, nous toutes, autant qu'on est, elles vont croiser différentes disciplines et c'est hyper important pour nous de pouvoir être capable d'utiliser plusieurs méthodologies, plusieurs axes, etc. pour penser nos sujets. Alors, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et là, actuellement, on est en train de faire une série parce que Point de vue féministe, c'est vraiment une émission qui cherche à rapprocher la pensée féministe ou la pensée en tout cas qui vise à déconstruire une perception patriarcale. Et donc, on a fait des épisodes sur ce qu'est le patriarcat, le sexisme et tout. Et nous voilà pour aborder le corps des femmes. C'est vraiment une question fondamentale. Et je veux dire, en philosophie, les gens disaient que la pensée platonicienne, c'est vraiment ça la philosophie. Tout le reste, c'est le bas de page de cette pensée. Et je veux dire carrément que la question autour du contrôle du corps des femmes, c'est vraiment ça, les questions féministes. Et tout le reste ne tourne qu'autour de ça, en tout cas quand on parle du féminisme. Et donc, moi, mu am solo pour nous taxaw aborder 6 épisodes yu nga xamni dinañ ci ñëw benn par benn bu ci nek ñu and ci ak ay experts machallah pour ñu gëna wax pour qu'on puisse mieux comprendre de quoi il s'agit. Et là, on parle véritablement de la médicalisation. Et quand on parle de la médicalisation, évidemment, c'est ce contrôle-là sur le plan psychanalyste ou psychologie que la société a toujours eu sur tout le monde, mais également, plus particulièrement sur les femmes, comme la société est patriarcale et tout. Et donc là, tàmbali dama bëgg nga wax ñu lan mooy la psy d'une manière générale et puis naka la ñëwee ci Afrique une perspective africaine et tout foofu contexte boobu lay njëkk a laaj. En général su may jéem a expliquer psychologie fii ci Sénégal souvent dama koy résumer en disant que dañuy faj xel mais si fajum xel il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Madame, amna ben psychiatre bu mëna intervenir, amna psychologue bu intervenir, amna psychanalyste aussi, amna yenen ak yenen. Mais nous si ceux qu'on connaît le plus, c'est psychiatre, psychologue, psychanalyste. La psychologie, la psychanalyse, la psychologie, etc. Tay lañ koy woowee noonu. Mais depuis l'Antiquité gréco-romaine, ñu ngi gis ne que amna ay philosophes ñoo xamanteni jot nañ ci wax. Amna ay médecins de l'Antiquité jot nañ ci wax ci problème de santé mentale. Tout à l'heure dañ doon waxtaan à propos de l'hystérie. L'hystérie, ça vient de l'Antiquité. D'abord, avant balaa que Freud di ko waxee, c'était déjà là pendant l'Antiquité. Ñu dañ ci defar benn théorie pour expliquer lu tax yenn comportement yi am ci jigéen. OK? Léegi en Europe, dans toute l'Europe, s'est développée cette discipline, etc. Et à un moment donné, comme on était aussi dans une période politique européenne, d'expansion, dans une période de conquête, etc., tout ce qui est biologie, médecine, psychologie, a servi aussi à justifier les politiques de conquête. Madame, médecin, psychologue, etc., tabax ay théorie yoo xamante ni ça permettait de justifier tubaab yi seen conquête. Effectivement. Mais aussi ça apportait une certaine représentation de l'autre maanaam nan lañ koy xoolee. Effectivement. OK léegi niñ ko xoolee biñ ñu demee kër jàmbur niñ ko xoolee moom tamit dafa jàng ni que moom non la mel. Au bout d'un moment. Suñ la waxee ni nga mel au bout d'un moment di nga ko gëm. Tu vas y croire. Donc léegi même nit ku ñuul yi finalement on finit par intégrer si seen xalaat yenn
façon de voir, ça n'est pas à leur avantage. Effectivement. Et ça crée aussi des troubles psychiques. L'école de Fannes avait pour ambition de faire en sorte qu'on ne fasse plus de psychologie ou de psychiatrie ou de psychanalyse, disons, coloniale. C'était une révolution. Et l'idée, c'était d'essayer de faire en sorte de permettre aux sujets noirs, africains, de se réapproprier quelque chose de sa culture. Mais en même temps, ça pose un problème. Ça pose un problème dans le sens où on amène une discipline dans un contexte où elle n'a pas été créée et on prétend qu'avec cette discipline, on va permettre aux personnes qu'on a trouvées là de devenir sujets de leur propre histoire. Je trouve que c'est un peu culotté quand même. Ça, c'est un. Ensuite, on dit non, mais on ne va plus faire de la psychiatrie coloniale parce que dans la psychiatrie coloniale, on a eu des choses, les Européens ont fait des choses qui sont très graves, etc. Donc, on ne veut plus fonctionner comme ça. On veut travailler de façon plus humaine. D'accord ? Sauf qu'on ne réfléchit pas au fait qu'à l'époque coloniale, on est quand même sous domination. On est un peuple qui est dominé par un autre, qui a envahi notre territoire, qui a décidé que lui, il habite ici, qu'il fait comme il veut, qu'il déploie ses lois, ses règlements administratifs, pénaux, etc., etc. Et que par-dessus le marché, il va décider qui va bien et qui va pas bien. Donc, rien que ça, déjà, la posture politique, même si la personne vient avec de bonnes intentions, la posture politique doit s'interroger. Et de la même manière que Manmi, colonisé, je vais voir un médecin blanc. Lan moom ma siy fekk en fait parce que ñun si suñu propre culture comme on dit am nañ suñu aada suñu culture suñu fajkat etc. Mais la colonisation et l'esclavage a cassé toutes ces structures là parce que toutes ces structures là sont aussi des structures de pouvoir. L'antisocialité n'est pas une maladie, hein. Effectivement. Mais on a dit que ils sont ingérables, incurables, etc. Donc on les a déportés et on les a amenés à Marseille. Ouais. Pour faire en sorte de dissocier ces personnes-là qui pouvaient créer du trouble et la population générale qui était docile et qui faisait ce qu'on lui demandait. Effectivement. Donc, c'est une manière de... Tout à l'heure, on parlait du contrôle du corps. C'est une manière d'abord, avant de contrôler des corps, de réguler des groupes et de contrôler, d'avoir un contrôle des groupes à partir d'une idéologie et en utilisant des méthodes et des outils qu'on dit scientifiques. Mais la scientificité, elle a besoin d'être discutée. Sauf qu'à cette période-là, on n'avait personne, chez nous, qui était capable d'avoir appris la discipline ou la science de l'autre pour pouvoir la critiquer et dire qu'elle n'est pas applicable. Ou elle est applicable de telle ou telle manière. Okay ? Donc, on a ça. Et donc, cette psychiatrie arrive et puis s'installe et puis crée ce qu'on connaît, hein, l'hôpital Fannes, et développe différentes façons de faire, différentes façons de traiter, etc., qui sont discutables, qui pour moi sont très discutables. Et quand on passe à la période post-coloniale, post-indépendance, ces pratiques sont renvoyées à Paris. Et encore jusqu'à aujourd'hui, en 2024, on a à Paris des lieux où on prétend soigner les Africains dans des dispositifs qui, pour moi, sont tellement violents quand on a eu l'habitude de vivre en Afrique. D'accord. Après, on peut rentrer dans le détail ou pas, on verra. Mais, et on maintient une certaine idée de l'Africain, de son fonctionnement, de ce qui est bien pour lui ou de ce qui n'est pas bien pour lui, en oubliant de lui demander, lui, qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Tout le monde sait mieux que l'Africain ce qu'il veut. Et tout le monde sait mieux que l'Africaine, les Africains compris, ce qu'elle veut. Effectivement. Est-ce qu'à un moment donné, le patriarcat s'est servi de cette médecine-là pour contrôler le corps des femmes? Alors, il faut être très prudent quand on dit ça, parce que autant dans l'histoire de la psychiatrie et de la psychologie européenne, pour les Européens, fait par et pour les Européens, pas celle qu'on a amenée ici, mais celle qui était sur les territoires européens. Cette psychiatrie et cette psychologie, elle a servi à contrôler le corps des femmes et à contrôler les esprits des femmes. Et notamment toutes les femmes qui, en dehors de celles qui avaient vraiment des troubles psychiques, avaient aussi ce qu'on appelait des troubles du comportement parce qu'elles ne voulaient peut-être pas se marier ou elles ne voulaient pas être sous
sous la direction des hommes, etc. Et on a considéré que c'était des personnes qui étaient antisociales, qui étaient dangereuses, etc. Et que elles étaient peut-être malades. C'est là où le diagnostic d'hystérie a commencé à être un diagnostic à charge. C'est-à-dire que si on vous dit que vous êtes hystérique, la suite, c'est donc on va t'enfermer à l'hôpital pour te traiter. Et le traitement, ce sont des traitements hyper violents. Ça peut être des traitements au bain glacé. Ça peut être des traitements par... on va aller fouiller dans ton vagin, etc., pour vérifier que les humeurs sont comme ci ou comme ça et que finalement, il y a telle ou telle présence de tel ou tel liquide ou je ne sais pas quoi qui justifie que là, vraiment, tu es intenable. On va aussi t'enfermer dans des endroits pas éclairés, humides, etc., pour casser cette espèce d'élan... oui, pour casser. Eux, ils considèrent que c'est de la déviance, mais ça va casser cette espèce d'élan révolutionnaire, révolté, etc. Et puis, si ça marche pas, et si tu fais pas ce qu'on te dit à l'issue, eh ben, la suite, c'est qu'on va aller te lobotomiser. Lobotomiser, c'est on te rentre une tige par le nez et on va chercher ton cerveau et on le tire. Et c'est ça, la lobotomie. Et on a fait ça à des femmes. Ça a tué les gens. En fait, le résultat, c'est que finalement, oui, effectivement, quand on t'a tiré quand on t'a détruit une partie de ton cerveau, bah, tu fonctionnes plus. Tu es là comme un légume et tu bouges plus. Et oui, effectivement, du coup, la société a joué son rôle. On a régulé un problème. Elle est mise hors d'état de nuire. C'est ça. Et la psychiatrie a servi encore là en Europe comme moyen politique contre les femmes, moyen coercitif contre les femmes. Et puis il y en avait qui étaient même assez perfides. C'est que quand tu voulais te débarrasser de ta femme parce que tu avais trouvé quelqu'un d'autre et que en fait le divorce était compliqué, voire mal vu, ou alors c'était interdit si tu étais un bon chrétien, bah, c'était bien d'avoir sa femme à l'hôpital pour dire bah vous voyez, elle est malade, donc il me faut bien une femme chez moi, donc je vais aller épouser une autre femme. Ouais. Ça rappelle quand même vaguement certaines excuses que les Africains aujourd'hui sortent aux femmes quand ils veulent prendre une deuxième femme. Ils vont la faire paraître folle parce que, bon, vous comprenez, elle est problématique. Moi, j'ai besoin de me reposer quelque part et elle va m'apporter le repos dont j'ai besoin. Hein, mais... Donc, vous voyez, enfin, si vous voulez, ce qui est dommage dans le patriarcat, c'est qu'ils n'innovent pas. Non. Ils sont nuls. Oui. Ils sont tellement nuls qu'ils répètent tous les mêmes choses. Ça, ouais, c'est ça. Ils ne sont pas créatifs. C'est ça. Mais... Après, ça va se présenter sous des angles différents et on va utiliser des méthodes assez différentes. Et là, en Europe, effectivement, la psychiatrie, la psychologie, etc., et la psychanalyse ont servi à avoir des moyens de coercition sur les esprits des femmes et sur les corps des femmes. C'est ça. En Afrique, on avait d'autres moyens de coercition. Il y a eu toutes les violences, les cruautés, etc. Et notamment, une chose qu'il faut avoir vraiment bien en tête, les femmes noires africaines qui ont été vendues en tant qu'esclaves et ensuite qui ont été utilisées comme domestiques et qui ont été utilisées dans les champs, etc., coûtaient plus cher que les hommes, déjà, pour commencer. Elles coûtaient plus cher que les hommes pour deux raisons. D'accord. Leur force de travail et leur capacité reproductive. Ouais. Okay. Et on choisissait donc des femmes qui seraient susceptibles d'aller dans les plantations, de subir, en tout cas de supporter des travaux très difficiles et de pouvoir permettre au cheptel d'esclaves de se renouveler sans avoir besoin de racheter des esclaves. Ouais. Okay. Oui. Donc moi, je dis souvent que l'utérus des femmes a peuplé tout le monde. Hein. Effectivement. L'utérus des femmes africaines. Hein. Oui. Et ça, on n'en parle jamais. À côté de ça, il y avait aussi les viols. Oui. Les viols récurrents, permanents, des maîtres blancs, mais aussi des esclaves noirs, qui, dans une certaine mesure, reprochaient parfois à des femmes noires d'avoir été... de se laisser faire par les blancs et pas par eux.
Et puis, pareil, à côté, il y avait des esclaves qui pouvaient se marier entre eux. Et là aussi, on a aussi cette question-là de certaines formes de violence sexuelle qui étaient appliquées aux femmes, au corps des femmes africaines. Donc déjà, la question du viol, même si depuis 2017, on l'a fait rentrer dans les institutions internationales comme un crime de guerre, etc., ça a toujours été un crime de guerre. Okay, ça a toujours été une arme politique qui permette de contraindre le corps des femmes. Effectivement. Et j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, mais il faudrait peut-être que je travaille un peu plus dessus, une philosophe qui disait qu'il y a cette question du viol, mais il y a la question de la crainte d'être violée qui va traverser tous les esprits féminins. Toutes les femmes ont peur d'être violées. Effectivement. Contrairement à l'imaginaire fantasmagorique très patriarcal que les femmes aimeraient rencontrer un inconnu qui les violerait et elles en trouveraient une certaine jouissance. C'est faux. Ouais. C'est faux. C'est simplement la grande capacité des hommes à violer les femmes qui fabriquent leur fantasme. Effectivement. OK ? Donc, si vous voulez, si tu veux, dans le contexte africain, la psychiatrie, la psychologie, etc., n'ont pas tout de suite été une arme politique du contrôle du corps des femmes. L'arme du contrôle du corps des femmes, c'était le viol. Effectivement. Effectivement, oui. C'était non seulement le viol, mais derrière, on a compris, maintenant qu'on fait des recherches, etc., la question du trauma. Comment le trauma va immobiliser sa victime pendant des années. Et il y a aussi le fait que, oui, on ne va pas utiliser les mêmes mots parce qu'on n'avait pas le même mécanisme, mais les pratiques semblent se ressembler. Parce que, oui, les femmes aussi, ici en Afrique, ont aussi été considérées comme des folles. Très rapidement, on dit que non, elle n'est pas bien, comme elle a des rap, de femmes ay rap, et que yaramam neexul, et que les femmes ay andando, et que les femmes nakari dret. Il faut un peu distinguer les choses parce que, si tu veux, ce qui rend la tâche très compliquée aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on a la concurrence du système des marabouts, serignes, etc., qui te dit non, qui mom de femme ay rap, qui mom de femme si, qui mom de femme là. Les médecins qui te disent non, mais elle est hystérique. Et ça se superpose. La société qui est en train de se fermer de plus en plus en disant oui, non, mais nous, on est les puristes de l'islam, par exemple. Les puristes de quel islam? C'est ça. Vous le prenez d'où? Et c'est toujours, je ne sais pas si tu as fait la remarque, c'est toujours avec l'interprétation la plus défavorable aux femmes. Et cerise sur le gâteau, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en relisant un bouquin de l'abbé Bouala, qu'il a écrit lui-même, que déjà à l'époque, au 19e siècle, les marabouts s'opposaient, par exemple, là, c'était sur la question du mil, à ce qu'on mette des moulins à moudre pour le mil pour les femmes, parce qu'ils avaient expliqué que si on leur mettait ça, ça allait faire qu'elles n'auraient plus de travail et qu'elles seraient oisives. Donc, tu vois, aujourd'hui, contrairement à l'Europe, on va avoir une superposition. Et nous, quand on fait nos analyses féministes sur la construction du patriarcat, sur comment on trouve des moyens de coercition sur le corps des femmes, sur l'esprit des femmes, eh ben, il faut qu'on plonge sur ces 3 ou 4 strates et qu'on comprenne l'effet psychologique de ces 4 strates sur les personnes. Alors, sur ceux qui détiennent le pouvoir, mais sur celles qui subissent ce pouvoir-là. Parce que je te disais tout à l'heure, tu parles beaucoup de l'enfermement. L'enfermement, il a été pratiqué à plusieurs époques par différentes personnes, comme soin, oui, mais aussi comme manière d'avoir un contrôle coercitif sur les femmes en particulier, parce qu'on ne contrôle pas les hommes, on les laisse dehors, mais comme un moyen social de contrôler, notamment en Afrique, comme un moyen religieux de contrôler. On va te le rationaliser sous beaucoup d'angles, plus que d'envoyer son patient à l'hôpital. Mais l'autre chose, c'est qu'on a fait encore mieux que les Blancs en termes d'idéologie. C'est que non seulement on a récupéré la leur, mais on en a fabriqué une qui enferme l'esprit des femmes dès le départ. Quand on t'éduque dans un certain moule et qu'on t'oblige à ne regarder les choses qu'avec des œillères, un peu comme le cheval là, auquel on met des œillères comme ça, tu regardes que comme ça. Tu sais pas que tout ça existe. Ça m'a fait penser à Sarah Ahmed qui dit quand tu contrôles la pensée de la personne, tu n'as pas à te soucier de ce qu'il fait, ce qu'elle fait ou de là où elle va. Tu as contrôlé la pensée. Tu as contrôlé sa pensée. Tu t'assois et tu la laisses faire. C'est sûr qu'elle ne fera elle pas ne fera rien d'autre que ce que tu lui as dit. C'est exactement le même principe, dans une certaine mesure, que le lavage de cerveau. C'est ça.
Et le lavage de cerveau, c'est du contrôle mental. Hein. Effectivement. Tout à l'heure, je disais, par exemple, ouais, ces questions-là concernant la sexualité, la virginité, la maternité, méritent d'avoir des approches peut-être intersectionnelles parce que ça se croise, mais ça touche tout le monde en fonction de leur race, de leur position économique, de leur pouvoir ou pas. Et donc, du coup, ouais, ça me fait penser à ça, à ce contrôle-là. Mais aussi, je ne sais pas, avant de te poser la question sur le pourquoi, est-ce que les féministes ont raison de se préoccuper de leur santé mentale, de faire de cette thématique-là vraiment un truc hyper important. Avant de venir sur cette question, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur cette répression sexuelle des femmes. Comment cette répression sexuelle-là a permis au pouvoir patriarcat. Et encore une fois, quand on dit patriarcat, on ne dit pas Modou Samba Demba. C'est tout un système. On dit Modou Samba Demba, justement. Mais pas que. Pas que, hein, c'est tout un système. Et donc, comment cette répression sexuelle a permis vraiment à ce système-là de maintenir son pouvoir? Alors, là encore, il faut avoir une pensée différentialiste. Okay. Parce que la répression sexuelle, tu vas la voir dans une société comme la société européenne. On ne le sait pas. Hein. Les gens ici te disent, oui, les Européens, là, sont tépécou. Hey, ils n'ont pas toujours été tépécou. C'est après mai 68 qu'ils ont commencé à se tépécou. Avant ça, c'était la répression sexuelle. Okay. Tu t'éclates dans ta vie. Okay. Et encore, même aujourd'hui, les jeunes femmes européennes sont encore coincées dans un ensemble de tabous et de représentations tabous de leur corps et de leur sexualité vis-à-vis des hommes. Il y en a quelques-unes qui vont être dans les réseaux, des machins, etc., parler de sexualité de façon très ouverte, etc. C'est pas la majorité. Ouais. C'est pas du tout la majorité. Et même quand on regarde l'âge moyen du premier rapport sexuel, il n'a pas beaucoup varié par rapport à des époques plus lointaines. Donc, l'Europe a connu la répression sexuelle et l'Europe... du fait des religions, et notamment la religion chrétienne, la religion chrétienne, a connu une répression sexuelle assez intense. Et une répression sexuelle tellement intense, et pour une fois, je ne vais pas taper sur la psychanalyse. La psychanalyse, alors je vais taper à moitié. La psychanalyse a permis la levée de la répression sexuelle, d'abord pour les hommes. On est quand même à l'époque victorienne, on est quand même dans une société où la question de la puissance des hommes est d'abord prioritaire sur tout le reste. Et donc, on a commencé à faire réfléchir à l'impact de la répression sexuelle sur la santé mentale. Parce que, alors, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'effectivement, plus tu fais de la répression sexuelle, plus tu crées des troubles psy. Ok. Il faut bien que la pulsion ait un endroit où se décharger. Soit avec un passage à acte sexuel, soit avec la sublimation. C'est aussi un passage à acte, mais on va transformer la pulsion en quelque chose de partageable, de beau, etc., et de collectif. C'est soit individuel, soit collectif. Donc, répression sexuelle là-bas. Et puis, alors, Freud a dit beaucoup de choses qui, pour moi, sont juste indisables. Sur la sexualité des femmes, etc. D'autant qu'en plus, il a rapproché notamment la sexualité féminine, le corps des femmes, du continent noir. Chacun a la réflexion qu'il veut dessus. Moi, je trouve que c'est terrible. Mais la chose qu'il a permis, Freud, justement avec ce diagnostic d'hystérie, c'est de faire en sorte que les psychiatres s'en saisissent aussi. Et avant d'aller à l'hôpital, avant d'envoyer les patientes à l'hôpital, les patientes qui venaient en soins ou en consultation dans le cabinet du psychiatre pouvaient avoir droit à l'imposition de techniques dernier cri à l'époque pour obtenir une certaine relâche émotionnelle. Et c'est comme ça qu'on a inventé le God. Oui. Donc bon, quand même, on va leur dire merci de nous avoir rendu service et de nous avoir débarrassé des hommes. Parce que finalement, on peut avoir accès... Mais ouais, si on sait, c'était pas ça le but. Non, le but, ça s'est retourné contre eux, en quelque sorte. Oui, mais en même temps, la psychologie, c'est le truc le plus politique que les gens aient. C'est une arme politique. Ouais. C'est-à-dire que
on crée cet engin pour traiter, pour soigner, en disant, d'abord, on ne crée pas l'engin puisque c'était manuel. On crée des fonctionnements manuels pour faire en sorte que les femmes puissent avoir une baisse de leur symptomatologie. Okay? Fine. Et puis, finalement, ils se rendent compte que manuellement, ça risque d'être chaud parce que tout le monde est en train de faire avec eux. Donc, on va industrialiser l'affaire. Laisse entendre quelque chose d'autre. Ok, on y va. Je ne veux pas te dire. Continue. Tu vois bien que la psychanalyse, c'est comment on dit ça déjà? C'est sulfureux. C'est pour ça que tous les grands mots là et tout ça, c'est la première chose qu'ils enlèvent. Et donc, ils créent donc un objet qui permet du coup à toutes les femmes de pouvoir s'appliquer ce traitement chez elles. Maintenant, elles y prennent goût. Bah, tant mieux pour elles. Elles ont trouvé des moyens de perfectionner. Et d'autres hommes ont perfectionné aussi. Aujourd'hui, on est sur des choses hyper élaborées, très, très intéressantes. Et effectivement, ça nous permet du coup d'obtenir ce qu'on veut. Parce que les études ont montré, ça tu le gardes, hein. Ça je veux que tu me donnes comme information. Les études ont montré que les femmes hétérosexuelles, elles avaient qu'une fois sur 3 la possibilité d'avoir accès à un orgasme avec un homme. Là où des homosexuels ou d'autres personnes qui ont d'autres pratiques pouvaient avoir jusqu'à 70% de chances d'avoir un orgasme. Donc, je sais pas, réfléchissez à ce que vous faites et comment vous investissez dans votre corps et dans votre plaisir. Mais, et d'ailleurs, tu poseras la question à Nehadi, c'est elle qui a elle a la référence. Donc, cette question-là de la répression commence à se lever en Europe. Sauf que, on s'aperçoit, et puis, ce qu'on ne sait pas aussi, et là je vais être hyper sérieuse, c'est que dans toute l'Arabie, toute la Perse, il y a eu tout un ensemble de productions autour de la sexualité. La sexualité n'avait pas cette répression qu'on lui connaît aujourd'hui. Il y avait toute une sensualité, il y avait des poèmes, il y avait etc. Quand on lit les poèmes, par exemple, de Rumi, c'est ça. il y a quand même beaucoup de sensualité, une expression assez, comment dire, déliée de la sexualité, etc., et des penchants sexuels. Pareil en Inde, où quand même l'Inde a créé le Kama Sutra, qui n'était pas au départ créé pour juste le plaisir comme ça, mais qui allait avec toute une spiritualité, une spiritualité hindoue, dans laquelle le corps et l'âme devaient pouvoir se connecter, communiquer, et même les hommes et les femmes devaient pouvoir se rencontrer sur des modalités qui apportent un certain bien-être. Okay, et je crois que dans plein d'autres spiritualités, on va parler de la sexualité comme quelque chose qui te rapproche de Dieu. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut savoir sur la question de la sexualité. Et puis, arrivent dessus les religions. Et les religions disent « Ah non. Là, vous êtes débridés, vous partez dans tous les sens. Ça ne va pas être possible. » Et d'ailleurs, les femmes ne peuvent pas admettre n'importe qui dans leur matrice. Effectivement. Mais ça, ils le présentent sous cet angle-là. Alors qu'en réalité, ce que les religions amènent, c'est surtout la possibilité pour des hommes de contraindre une femme à ne lui appartenir qu'à lui exclusivement. Okay, et c'est comme ça qu'on fait des réputations aux femmes, etc., qui ont une sexualité, ma foi, plutôt normale. Donc, cette question de la répression sexuelle, elle arrive donc après, avec cette question des religions, etc., et comment la religion ou les religions sont devenues des armes politiques pour le contrôle des femmes et pour la puissance des hommes, pour l'exaltation de la puissance des hommes. Okay, et aujourd'hui, on est en Afrique. Tu as, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, l'espèce de sandwich là, ou de millefeuille, ou tu l'appelles comme tu veux. Tu as ce qui était déjà là, ce qui a été cassé, les colonisations, les religions, et aujourd'hui, la médicalisation. Et aujourd'hui, la médicalisation, notamment autour de la psychiatrie et la psychologie, où on va t'expliquer que l'onanisme est un problème. L'onanisme, c'est quoi? C'est la masturbation. L'onanisme, c'est un problème. Alors, moi, je veux bien.
Mais il faut que ça dépasse un certain seuil, il faut que ça handicape la personne au quotidien. Il y a quand même beaucoup de conditions. Mais sauf qu'on a réduit ça dans le langage courant sur la masturbation, c'est pas bien. Mais c'est la masturbation de qui est pas bien? Parce que vu toute l'industrie pornographique, toute l'industrie du plaisir masculin, etc., je ne suis pas sûre que ce soit la masturbation masculine qui soit en cause. Donc, voilà, il faut pouvoir, nous, en tant que féministes, déconstruire ces choses-là. Déconstruire aussi la science, l'espèce d'argument scientifique qu'on va vouloir t'apposer dessus. Il faut le déconstruire. Effectivement. Et donc, c'est pour ça que les collègues, j'invite les collègues à s'interroger sur ces questions-là, à se remettre en question et à remettre aussi en question une certaine forme d'éthique. Parce que c'est là aussi où moi, ça me pose un problème au Sénégal, c'est que les personnes, plutôt que de soigner des gens qui viennent leur demander de l'aide, vont leur imposer leur point de vue. Effectivement. Et je ne suis pas là pour ça. Ouais. Même en tant que psy féministe. Hein. Je ne suis pas là pour imposer mon point de vue à un patient. Le patient, je lui dis, voilà, regarde, moi, profite du fait que j'ai appris ça, etc. Alors, je pense que si tu veux régler tel problème, ce serait bien d'utiliser cette stratégie. Et vous pourrez poser la question à toutes les personnes que j'ai eues en consultation. Je leur dis, c'est toi le chef. Et je le dis comme ça, c'est toi le chef. C'est toi qui décides. Qu'est-ce qu'on fait pas. Moi, je suis là pour t'accompagner. Effectivement. Et je te donnerai tout mon savoir, ce que je peux faire, et tu t'appuies dessus et tu fais ce que tu veux. Nice. Tu vois, ça, c'est un point fondamental. Et quand il y a des revendications, je pense que dans les revendications féministes, on devrait commencer à revendiquer d'avoir des soignants éthiques qui font leur boulot. On ne leur demande pas leurs opinions. D'où l'importance d'avoir des féministes partout. Partout, parce qu'en plus de maîtriser la connaissance, de maîtriser les choses, il faut aussi le faire d'une façon féministe, c'est-à-dire déconstruire le sexisme, la misogynie qui est intériorisée, parce que et même la sienne propre. Hein. Ouais, effectivement. Et en fait, ce qui va m'amener à la question de la thérapie, je pense que notre travail en tant que thérapeute féministe, c'est aussi d'avoir conscience de toutes ces choses-là. D'avoir conscience de ce qui construit notre discipline, du taux de patriarcat dans notre discipline, d'être capable de le déconstruire, pour nous-mêmes déjà, et donc de ne pas toujours fonctionner sur nos modèles, nos théories du soin, nos dispositifs, etc., de les réinterroger de façon systématique. Effectivement. D'un point de vue patriarcal, mais d'un point de vue aussi décolonial. Des fois, on arrive à telle conclusion à un moment donné, et puis à un autre moment, cette conclusion, elle ne va plus. Il faut savoir aussi dire que, bon, ça, c'est plus la peine, on travaille autrement. Donc, il faut savoir déconstruire, il faut savoir s'interroger, il faut savoir aussi se poser des questions sur soi-même et sur sa façon d'avoir été construit, au-delà de sa discipline en tant que sujet. Ça ne fait pas le même effet d'être français en France, d'être français né au Sénégal, grandi au Sénégal, qui parle Wolof, qui va à la Borne Fontaine ou qui va, comme je te disais, au marché John de Koning, etc. Ça n'a rien à voir avec celui qui vit à Paris. Ça n'a rien à voir avec la Sénégalaise qui, elle, va grandir à Pikine-Barnier, etc., faire des études, se bagarrer, etc., avoir son billet d'avion, partir faire ses études à l'étranger, revenir. Ça n'a rien à voir avec celle qui habite à Ngor, qui n'a jamais eu de problème quelconque. Elle, on l'a pris dans une voiture, on l'a amenée dans une école. Elle ne sait pas combien coûte l'école, elle ne sait pas. Elle rentre dans une voiture, on l'amène, on la pose, on lui dit juste essaye d'avoir la moyenne si tu peux, et ton bac, et ensuite on te met dans une école. Ça ne fait pas le même effet que la gamine qui s'est bagarrée avec les gars dans la rue. C'est ça. Et voilà, pour finir, hein, parce que au montage. On avait un truc de 16 minutes là, nous sommes à 50 minutes d'enregistrement. Mais c'est ça, c'est passionnant, évidemment. Tu pourras y réutiliser. Oui, carrément. Mais oui, pour la dernière question, c'était est-ce que... Oui, c'est ça, hein, les féministes donc, ont raison de s'occuper de leur santé mentale, de faire de cette question aujourd'hui une priorité. Quand nous sommes dans des sociétés comme le Sénégal ou en Afrique, un peu partout, où on voit l'impact ou je sais pas moi, la pression que la société exerce sur nous en tant que femmes. Donc, nous avons raison. Non seulement vous avez raison, non seulement vous avez raison de vous préoccuper de votre santé mentale, et je pense que je vais finir sur ça, utilisez-le comme une arme politique. Merci.
La conclusion, l'applique. Nice. En tout cas, merci. C'était un plaisir, vraiment, Haïra. Merci beaucoup. Donc, voilà, beaucoup internautes, on vous donne rendez-vous pour l'autre épisode, toujours dans le cadre de cette série qui tourne autour du contrôle des corps des femmes. Aujourd'hui, nous avons abordé l'aspect psychanalyse, l'aspect médical et tout. On reviendra sur les lois, sur les violences sexuelles, la perception sociétale, sur énormément de choses. Et là, à la suite de cette série-là, vous allez comprendre quand on vous parle du mécanisme de contrôle du corps des femmes. Donc, on va aller dire rendez-vous prochainement sur Warha TV. Merci Haïra, merci Ahmed, merci à tout le monde et à la prochaine.